Platon, on entend souvent ce nom, c'est vrai, presque un incontournable quand on parle philo. Mais au-delà du nom, qu'est-ce qu'on retient vraiment de ces idées? On va essayer de creuser un peu ça aujourd'hui en s'appuyant sur une vidéo qui essaye de simplifier ces grands concepts. Juste un petit rappel rapide, hein. Platon, c'était un philosophe grec, 4e siècle avant notre ère à peu près, disciple de Socrate. Il venait d'un milieu plutôt aisé. On dit qu'il se destinait à la politique, mais bon, la rencontre avec Socrate a tout changé. Et il a fondé l'Académie, bien sûr, une école majeure. Oui, tout à fait. Et notre objectif, là, c'est de décortiquer un peu les idées clés présentées dans notre source. On va parler de la connaissance comme souvenir, des deux mondes, la fameuse caverne, évidemment, et puis sa vision politique, et même son rapport à l'art. C'est assez vaste. Commençons par cette idée un peu surprenante. Apprendre, c'est se souvenir. Comment ça marche ça? Alors, ça repose sur sa croyance euh, en l'immortalité de l'âme. L'âme qui voyage, qui se réincarne. La métempsychose. D'accord. Et l'idée, c'est que cette âme, avant de s'incarner dans un corps, elle a déjà tout vu, tout contemplé, dans le monde des idées, toutes les vérités. Donc l'éducation, c'est pas remplir un vase vide. Non, c'est plutôt aider l'âme à se rappeler ce qu'elle sait déjà. Une sorte de réminiscence. Platon donne un exemple célèbre dans le Ménon. Ah oui, l'histoire avec l'esclave. Voilà, Celui qui résout un problème de géométrie sans l'avoir appris. exactement ça. Socrate, juste en posant des questions, guide cet esclave sans éducation formelle en maths à trouver comment doubler l'aire d'un carré. Pour Platon, c'est la preuve éclatante que la connaissance est en nous, innée, il faut juste la faire ressortir, la réveiller par le dialogue, la maïotique. C'est fascinant comme idée. Et ça nous amène logiquement à sa vision de la réalité, non? Cette histoire de deux mondes. Tout à fait, c'est lié. Platon y distingue vraiment deux niveaux. D'un côté, on a le monde sensible. Celui qu'on perçoit avec nos sens. Voilà, celui qu'on voit, qu'on touche. Mais pour lui, ce monde est changeant, imparfait, un peu comme des ombres finalement. Le monde des apparences. Et l'autre monde alors? C'est le monde intelligible, le monde des idées ou des formes, accessible uniquement par la pensée, par l'intellect. C'est là que se trouvent les essences pures, parfaites, immuables de toute chose. Par exemple? Prenez un cheval. Le cheval particulier qu'on voit dans un pré, c'est juste une copie, une imitation imparfaite de l'idée parfaite du cheval qui existait dans ce monde intelligible. Et ça marche aussi pour les concepts abstraits. Mhm. La justice, le beau, le bien. Il y aurait des idées parfaites de tout ça. D'accord. Et le rôle du philosophe, c'est d'essayer d'atteindre ce monde des idées, de dépasser les apparences. C'est l'objectif suprême, oui. S'élever par la raison pour contempler ces vérités absolues, comprendre la vraie nature du réel. C'est ça le cœur de l'idéalisme platonicien. Mhm. Penser le monde pour le comprendre, voire le changer. On arrive à l'image la plus connue de Platon, je crois, l'allégorie de la caverne. Racontez-nous un peu cette image. Alors, imaginez des prisonniers enchaînés depuis l'enfance au fond d'une caverne. Ils sont forcés de regarder un mur devant eux. Derrière eux, il y a un feu, et entre le feu et eux, d'autres personnes font défiler des objets. Les prisonniers ne voient que les ombres de ces objets projetés sur le mur. Et pour eux, ces ombres, c'est la réalité. Exactement. C'est la seule réalité qu'ils aient jamais connue. Une métaphore de notre condition humaine ordinaire, en quelque sorte. On prendrait le monde sensible pour la seule vérité. Hmm. Et le philosophe, dans cette histoire? Le philosophe, c'est celui qui arrive à se détacher de ses chaînes, à se retourner et à sortir de la caverne. C'est une ascension difficile, douloureuse même. La lumière du jour, le soleil dehors, ça représente le monde des idées, la vérité, le bien. Au début, ça aveugle. C'est dur d'accepter cette nouvelle réalité. Mais une fois qu'il est sorti, qu'il a vu la vraie lumière, il fait quoi? Il reste dehors? Non, et c'est un point essentiel chez Platon. Son devoir moral, c'est de redescendre. Redescendre dans la caverne? Oui, pour essayer d'expliquer aux autres ce qu'il a vu, pour tenter de les libérer eux aussi, même si, Même s'il risque de ne pas le croire, de le prendre pour un fou. voire pire, on pense forcément à Socrate qui a été condamné à mort par Athènes pour ses idées. Et ce lien est direct avec sa philosophie politique, développée dans la République, j'imagine? Absolument. Si seuls les philosophes ont contemplé les idées vraies, la justice en soi, le bien en soi, Ah, alors ce sont eux qui devraient gouverner. Logique. c'est la justification de son modèle du philosophe roi. Il défend une sorte d'aristocratie du savoir, des plus sages, et il critique assez durement la démocratie athénienne de son temps, Pourquoi donc? parce qu'il l'assimile au règne de l'opinion, la doxa, des croyances changeantes,
des ombres de la caverne, justement. Pas au règne de la connaissance, l'épistémé. Intéressant. Abordons un autre point, parfois un peu plus controversé, sa vision de l'art et des artistes. Il n'était pas très tendre, c'est ça? Ah non, pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour Platon, l'artiste est, comment dire, éloigné de la vérité, très éloigné. Il parle de 3 degrés d'éloignement. Vous avez l'idée, par exemple l'idée du lit, le vrai lit, puis l'artisan qui fabrique un lit concret, sensible, c'est déjà une première copie de l'idée. D'accord. Et ensuite, vous avez l'artiste, le peintre par exemple, qui peint ce lit fabriqué. Son œuvre est donc une copie de copie, une imitation d'imitation. Waouh. Donc l'art, c'est une illusion, une apparence d'apparence. C'est un peu ça, oui. Il se méfie beaucoup des artistes parce qu'il les voit comme des imitateurs, des spécialistes de l'apparence, qui souvent ne comprennent même pas l'essence de ce qu'ils représentent. Et pire encore, selon lui, l'art, il pensait beaucoup à la poésie d'Homère, peut véhiculer des idées fausses, immorales, et surtout ça parle aux passions, aux émotions, plutôt qu'à la raison. Donc dans ces cités idéales, L'art doit être très contrôlé, voire censuré. Il ne devrait servir qu'à l'éducation morale et civique, et toujours sous la direction éclairée des philosophes gardiens. on mesure bien l'ampleur de l'héritage platonicien. Ça a vraiment structuré une grande partie de la pensée occidentale, que ce soit pour le suivre ou pour s'y opposer. Il luttait contre les sophistes qui pensaient que la vérité était relative. Exactement. Et on dit souvent, un peu comme une boutade, mais pas tant que ça, que toute l'histoire de la philosophie occidentale n'est qu'une série de notes de bas de page sur Platon. D'ailleurs, son propre élève, Aristote, va développer une pensée bien différente sur de nombreux points. Mais bon, ça c'est une autre exploration. Pour finir, peut-être une petite question pour la route. Si on met de côté l'idée de censure qui nous choque aujourd'hui, est-ce que cette critique platonicienne de l'art comme copie de copie, comme éloignement du vrai, est-ce qu'elle résonne d'une manière particulière aujourd'hui? Je pense à notre époque saturée d'images numériques, de réalité virtuelle, de deepfake. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la vérité d'une chose quand ces représentations peuvent être infinies et parfois indiscernables de ce qu'elles sont censées représenter?